Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre l'équation fonctionnelle de Cauchy, qui est une équation fonctionnelle très basique et très courante, qui est souvent posée dans les exercices et dans les contrôles, et elle est importante parce qu'elle permet de résoudre d'autres équations fonctionnelles, comme on le verra dans d'autres vidéos. Je ferai un petit détail d'ailleurs là-dessus à la fin de cette vidéo. Donc ici on nous demande de trouver toutes les fonctions f continues, telles que pour tout couple xy appartenant à R2, f de x plus y égale f de x plus f de y. Et donc c'est ça qu'on appelle l'équation fonctionnelle de Cauchy. On voit que c'est une équation fonctionnelle, puisque ici on nous demande de trouver les fonctions f, c'est-à-dire que l'inconnu n'est pas x ou y, c'est pas les variables x ou y, c'est la fonction f. Donc c'est bien une équation fonctionnelle, comme une équation différentielle par exemple, sauf qu'ici on n'a pas d'équation différentielle puisqu'il n'y a pas de dérivée, donc on va voir que la résolution est totalement différente de ce qu'on a vu dans le chapitre sur les équations différentielles. Ici, il faut bien noter qu'il y a une hypothèse qui est la continuité de f, qui est très importante, puisqu'à un moment du raisonnement, on va utiliser cette hypothèse de continuité de la fonction f, et donc, si on n'a pas cette hypothèse, on ne pourra pas faire le raisonnement jusqu'au bout. Donc de la même manière, il faut bien penser que quand on résout des équations fonctionnelles, enfin d'autres équations fonctionnelles grâce à l'équation fonctionnelle de Cauchy, il faut absolument qu'on ait aussi cette hypothèse afin de pouvoir appliquer ce que l'on va voir. La résolution n'étant pas forcément évidente, généralement l'exercice est découpé en plusieurs questions. On nous demande de montrer que f de x, nx est égal à nf de x, alors pour tout x réel, mais surtout pour tout n appartenant d'abord à n étoile, puis pour tout n appartenant à z, et enfin pour tout n appartenant à q. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra montrer que f de x est égal à x f de 1 pour tout x appartenant à R. Alors la première question, c'est donc de montrer que f de nx est égal à nf de x sur n étoiles, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n étoiles. Ici, on va faire une récurrence, puisqu'on est sur n étoiles. Je vais aller assez vite sur la rédaction de la récurrence pour voir, c'est plutôt simple pour me concentrer sur la suite. Donc au niveau du x, je peux prendre un x réel quelconque, ici ça n'a aucune importance, de toute façon à chaque fois toutes les variables x et y sont toutes quelconques, donc je fixe mon x qui lui ne va pas varier. Et pour ma récurrence, du coup, je prends comme hypothèse f de nx est égal à nf de x. Pour l'initialisation, je prends n égale 1 et non pas 0 puisque je suis sur n étoile. Pour n égale 1, si je calcule f de nx, eh ben, le n vaut 1, 1 fois x ça fait x, donc ça me fait f de x. De la même manière, nf de x, ça vaut 1 fois f de x, ça vaut f de x. Donc j'en déduis de manière assez évidente que f de nx est égal à nf de x, puisque les deux sont égaux à f de x. Et donc j'en déduis que P1 est vrai. Donc la propriété au rang 1. Donc là c'est très simple, donc je ne vais pas trop détailler, parce qu'il n'y a même aucun calcul à faire, on a directement l'égalité qui est vérifiée. Maintenant pour l'hérédité, alors je rédige pas, mais on met soit n appartenant à n étoile, supposons P de n vrai, c'est-à-dire supposons que f de nx est égal à nf de x. Donc le but c'est de montrer que f de n plus 1 x est égal à n plus 1 f de x, c'est-à-dire la même propriété, mais avec n plus 1 à la place de n. Donc de manière très simple, je vais commencer par remplacer mon n ici par n plus 1. Donc ça fait f de n plus 1 x, et je vais développer en espérant trouver n plus 1 f de x à la fin. Donc si je développe ici n plus 1 fois x, ça fait nx plus 1 fois x, c'est-à-dire x. Et là, je vais utiliser le fait que f, eh ben, elle répond à l'équation de Cauchy, qui est f de x plus y égale f de x plus f de y. Donc si je prends le x qui vaut nx et le y qui vaut x, eh ben, j'ai le droit de séparer en f de x plus f de y, c'est-à-dire f de nx plus f de x. Maintenant, f de nx par hypothèse de récurrence est égal à nf de x, donc je peux remplacer. Donc là, j'utilise mon hypothèse de récurrence, comme d'habitude à chaque fois dans une hérédité. Donc je mets d'après l'hypothèse de récurrence, que je note HDR. Et si je factorise par f de x, et ben ça me fait n plus 1 f de x, parce que ça fait f de x facteur de n plus 1. Donc là, je viens de montrer que f de n plus 1 x était égal à n plus 1 f de x, c'est-à-dire ce que je voulais montrer, puisque c'est la même chose que l'hypothèse de récurrence, mais avec le n qui vaut n plus 1. Donc j'en déduis que Pn plus 1 est vrai. Donc là, je viens de terminer mon hérédité, donc après je rédige, je ne vais pas l'écrire, hein, mais on dit, d'après l'initialisation et l'hérédité ainsi que le principe de récurrence, P de n est vrai pour tout n appartenant à n étoile, c'est-à-dire que f de nx égale nf de x pour tout n appartenant à n étoile. Donc on voit que c'est une récurrence qui est plutôt basique, c'est pour ça que je ne m'attarde pas trop dessus.
Il y a juste dans l'hérédité à bien penser à utiliser l'équation fonctionnelle pour pouvoir séparer le nx et le x. Maintenant sur z, il va y avoir une petite astuce, c'est que ce qu'on va faire, on va déjà montrer que c'est vrai pour n égale 0. Pourquoi? Parce que je l'ai montré sur n étoile, c'est-à-dire pour n supérieur ou égal à 1, mais je n'ai pas montré que c'était vrai sur grand N, donc du coup, il me manque le 0. Donc, on va voir que pour 0, c'est très simple, parce que si je remplace n par 0, ici ça me fait f de 0, et ici ça ferait 0 fois f de x, c'est-à-dire 0. Donc il faut que je montre que f de 0 est égal à 0. Pour ce faire, je vais tout simplement remplacer le y par 0 dans l'équation, puisque j'ai le droit, parce que c'est vrai pour tout xy appartenant à R2. Donc si je remplace le y par 0, ça me donne f de x plus 0 est égal à f de x plus f de 0. Je remplace tout simplement le y par 0. Et là, je vois qu'à gauche, j'ai f de x plus 0 ça fait x, donc je le remplace tout de suite. Et si je passe le x à gauche, ça me fait f de x moins f de x, donc là, ça me fait 0. Et à droite, il me reste uniquement f de 0. Donc là, je viens de montrer que f de 0 est égal à 0, c'est-à-dire que la propriété pour n égale 0 est vraie. Donc je le mets ici, f de 0 égale 0, pour m'en rappeler, ce que je vais utiliser dans la suite. Donc ça, c'était plutôt simple. Remplacer y par 0. D'ailleurs, on fait souvent dans les équations fonctionnelles de remplacer les chiffres par des chiffres particuliers. Ce que je peux faire aussi, c'est remplacer x et y les deux par 0. Si je remplace les deux par 0, et ben ça me fait f de 0 plus 0, ça fait f de 0. Et ici, ça me fait f de 0 plus f de 0, ça me fait 2f de 0. Et donc, si je passe à gauche, et ben là, ça me fait 0. Et là, ça me donne f de 0. Donc là, j'ai montré, en prenant x et y égale 0, que f de 0 était aussi égal à 0. Les deux méthodes sont bonnes. Maintenant, ce que je vais faire, c'est une petite astuce pour montrer sur Z. Donc ce que je vais faire, c'est prendre un n qui appartient à n étoiles, c'est-à-dire un n qui est supérieur ou égal à 1. Et ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer x par nx et y par moins nx. Alors j'ai le droit, parce que c'est vrai pour tout x, y appartenant à R. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je dis c'est plus n moins nx. Donc là j'ai le droit, je prends le x qui vaut nx, le y qui appartient à moins nx. Et donc d'après l'équation ici, ça me donne f de nx plus f de y, on a dit, qui vaut moins nx. Maintenant ici, nx plus moins nx, mais en fait ça fait nx moins nx ça fait 0. Donc là j'ai f de 0. Maintenant, f de nx, eh ben, j'ai le droit de le remplacer par nf de x, puisque n appartient à n étoile, et on a vu que la propriété était vraie pour n appartenant à n étoile. Et donc du coup, f de nx, je peux le remplacer par n fois f de x. Et là, le f de nx, pour l'instant, je n'y touche pas. f de 0, on a vu que ça valait 0, donc ça s'en va. Et donc le nf de x, je peux le passer à droite, ça me donne moins n f de x est égal à f de moins nx. Et là, la petite astuce, c'est de poser n' qui est égal à moins n. Si je pose n' est égal à moins n, ici, ça me donne f de n'x, et ici, ça me donne n' f de x. Donc j'ai f de n'x qui est égal à n' f de x, qui est ce que je veux montrer, mais avec le n' qui vaut moins n. Comme le moins n est supérieur ou égal à 1, j'ai n' qui va être inférieur ou égal à moins 1, donc j'ai n' finalement qui est strictement négatif. Je vais mettre aussi ici, hein, hop, strictement négatif. Donc là, je viens de montrer que f de n'x est égal à n' f de x pour n' négatif et entier, puisque c'est égal à moins n qui est un entier. Donc ce que je viens de montrer, c'est que la propriété ici était vraie pour les entiers strictement négatifs, mais comme elle est vraie, d'après ce qu'on a vu avant, sur les entiers strictement positifs, ainsi que en 0, bah finalement elle est vraie pour tout entier, quels que soient les entiers, et donc on en déduit que f de nx est égal à n f de x pour tout n appartenant à z. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décomposé mon z en trois ensembles. D'abord n étoiles, donc les n positifs, donc ça c'est bon, c'est ce qu'on a vu avant. Ensuite les n strictement les entiers strictement négatifs, ben, on a vu d'après le petit raisonnement ici que c'était vrai pour les entiers strictement négatifs. Et en plus j'ai montré que c'était vrai en 0, et donc du coup c'est vrai finalement sur z. Donc là la petite astuce, hein, c'est de prendre le x qui vaut nx et le y qui vaut moins nx et de poser n' qui est égal à moins n. Donc ça c'était une petite astuce. Maintenant sur Q, on va voir qu'il y a
une astuce encore plus importante. Donc cette fois-ci, on va toujours montrer que f de nx est égal à nf de x, mais cette fois-ci pour tout n appartenant à q. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire soit n appartenant à q. Donc ça veut dire quoi que n appartient à q? Ça veut dire qu'il existe un couple PQ appartenant à z croix z étoile, tel que n soit égal à p sur q. Hein, ça c'est la définition de q, hein, c'est les rationnels, donc ça s'écrit sous forme d'une fraction. Alors le z c'est z étoile puisque q ne peut pas être nul, hein, parce qu'il est au dénominateur. Ici je peux très bien prendre grand n, hein, c'est tout aussi possible, donc n et z étoile, ou ici z et puis ici n étoile, les deux sont bons aussi, mais on va voir que ça n'a aucune incidence sur la suite du raisonnement. Alors là, la petite astuce qu'il faut connaître, alors qui n'est pas forcément évidente à trouver, donc soit elle est donnée dans l'énoncé, soit on connaît déjà l'astuce parce qu'on a déjà fait l'exercice, d'où l'intérêt de savoir le faire avant de le découvrir, c'est de calculer f de q fois p sur q x. Alors pourquoi je calcule ça? Eh bien on va voir que si je calcule ça de deux manières différentes, je vais trouver ce que je veux. Ici, je sais que Q, il appartient à Z étoile. Et donc, je peux très bien utiliser f de nx est égal à nf de x, avec le n qui ici vaut Q, donc ça c'est le Q joue le rôle du n, et P sur QX joue le rôle du x. Et donc, d'après ce qu'on a vu précédemment, le n appartient à Q comme appartient à Z, pardon, comme le Q qui appartient à Z. Donc, je peux très bien dire que c'est égal à Q fois f de P sur Q, X. Donc ça j'ai le droit, puisque le Q qui appartient ici à Z étoile, donc à Z, eh ben, joue le rôle du N qui lui peut appartenir à Z, on l'avait démontré juste avant. Donc ça c'est la première manière de calculer f de Q fois P sur QX. Sauf que ici, Q fois P sur Q, eh ben, les Q se simplifient, et donc ça me fait aussi f de Px. Donc j'ai f de Px qui est égal à Q fois f de P sur Qx. Et de la même manière, f de Px, eh ben, c'est un f de Nx, avec le N qui est joué par le rôle du P. Or ce P appartient à Z, et donc d'après ce qu'on a vu dans la question précédente, quand le N appartient à Z, j'ai le droit d'appliquer cette formule. C'est-à-dire j'ai le droit de sortir le P devant, et donc ça me fait P fois f de x, hein, c'est f de px égale p fois f de x, j'ai le droit puisque le p appartient à z, qui est donc toujours égal à f de p sur q fois x. Et maintenant j'ai juste à passer le q au dénominateur, alors j'ai le droit de diviser par q puisque q appartient à z étoile non nulle par hypothèse. Donc si je passe le q au dénominateur, ça me fait p sur q fois f de x qui est égal à f de p sur qx, puisque le q est passé de l'autre côté. Sauf que P sur Q, il ne faut pas oublier que c'est petit n, donc là si je remplace, ça me fait n fois f de x est égal à f de nx. Encore une fois, je remplace les deux P sur Q par n. Donc là, je viens de montrer que f de nx est égal à nf de x, c'est-à-dire exactement ce que je voulais montrer, avec le n qui appartient par hypothèse à Q. Donc là, je viens de montrer ce que je voulais, l'égalité que je voulais, avec n qui appartient à Q. Donc là, j'ai terminé la troisième démonstration. Donc là, comme on le voit, l'astuce n'est pas forcément évidente, parce qu'il faut calculer f de q fois p sur qx de deux manières différentes, soit en appliquant directement la formule précédente avec le n qui est joué par le q, donc c'est possible parce que le q appartient à z, et après l'autre manière c'est de simplifier ces q et de réappliquer la même formule, mais avec le n cette fois-ci qui vaut p, et donc là je peux aussi le sortir puisque le p appartient à z. Donc on voit qu'à chaque fois j'ai utilisé ce que j'ai montré dans la question précédente. Pour Z, j'ai montré ce que j'ai vu sur n étoile, et pour Q, j'utilise ce que j'ai vu sur Z. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la deuxième partie, entre guillemets, de la question, parce que cette fois-ci, la question était différente des trois précédentes, parce que là les trois sont les mêmes finalement, mais sur n étoile, Z et Q, mais avec des raisonnements différents comme on l'a vu. Et maintenant, on va montrer que f de x est égal à x fois f de 1 sur R, donc pour tout x appartenant à R. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un x qui appartient à R, donc soit x appartenant à R, et là l'astuce, c'est de créer une suite de rationnels qui tend vers x. Cette suite, je vais l'appeler un. Donc soit un, donc pour n appartient à grand N, mais qui appartient à q
puissance grand N, c'est-à-dire que tous les éléments un appartiennent à Q, je vais le remettre ici, hein, chaque un appartient à Q, tel que la limite de un, donc quand n tend vers plus l'infini, puisque c'est une suite, soit égale à x. Alors, donc je pose une suite un, alors souvent elle est appelée xn, puisqu'elle tend vers x, moi je préfère l'appeler un pour pas confondre, mais on peut très bien l'appeler xn. Est-ce que cette suite existe? Parce que là je dis soit un de nombre rationnel qui tend vers x, mais qui me dit qu'une telle suite existe? Alors, on ne va pas faire proprement la démonstration de l'existence de cette suite, soit c'est admis dans l'énoncé, soit on peut supposer cette existence. Moi je vais juste montrer sur un petit exemple très simple pourquoi est-ce qu'une telle suite peut exister. Alors si on prend x qui appartient à R, je vais supposer que ce x s'écrit avec un nombre de chiffres infini après la virgule, ça c'est le cas le plus général. Donc je vais supposer, mais je prends vraiment un exemple, hein, que x vaut 3,672, 4, 3, 1, 8, 1, 7, etc., etc. Donc avec un nombre de chiffres infini après la virgule. Et bien moi je peux très bien poser u0 qui est égal à 3, u1 qui est égal à 3,6, u2 qui est égal à 3,67, u3 qui est égal à 3,672, u4 qui est égal à 3,6724, etc., etc. En gros, ce que je fais, c'est que je prends x, mais à chaque fois, je prends la troncature de x avec un chiffre après la virgule en plus à chaque fois. On voit de manière évidente que chaque un, du coup, par construction, est un décimal, donc est un rationnel, puisque d est inclus dans q. Là, par exemple, ça s'écrit 36 sur 10, 367 sur 100, 3672 sur 1000, etc. Donc tout ça, c'est bien une suite de rationnels. Et par construction, c'est assez évident aussi que cette suite un tend vers x, puisque à chaque fois, je rajoute un chiffre après la virgule. Donc de manière évidente, hein, u1 est plus proche de x que u0, u2 également, etc., etc. Donc on voit, avec un exemple plutôt simple, que cette suite existe. Alors attention, c'est pas une démonstration, hein, c'est juste un exemple pour montrer qu'une telle suite existe. Voilà. Donc si à l'oral, on vous demande de montrer pourquoi une suite existe, bon alors, la démonstration est un petit peu plus longue, mais on peut, sur un petit exemple assez simple, montrer cela. Là, ce que je vais faire, c'est tout simplement utiliser la propriété précédente que j'ai vue sur Q, parce que j'ai vu que n de xn est égal à n fois f de x. Donc, comme on a vu que c'était vrai pour tout n qui appartient à Q, eh ben, je peux très bien utiliser cette expression en remplaçant le n par un, puisque un appartient à Q. Donc ça me donne f de x fois un, qui est égal à le n, donc on a dit que c'était un, fois f de x. Et ce que je vais faire, c'est remplacer x par 1, parce que ça c'est vrai pour tout x appartenant à R, donc en particulier pour x égale 1, ça me donne f de un qui est égal à un fois f de 1. Et là, ce que je vais faire, c'est passer à la limite dans cette expression. Et c'est là qu'on va utiliser la continuité de f. Puisque j'ai le droit, du fait que f est continu, eh ben, je peux faire la limite de f de un. Donc là, si je passe à la limite, ça me donne que la limite de f de un quand n tend à plus l'infini est égale à la limite quand n tend à plus l'infini de un fois f de 1. Maintenant, si, alors je vais écrire ici, que ce soit plus simple, hop, la limite de f de un, eh ben ça c'est égal à f fois la limite de un, et un par définition tend vers x. Hein. Je rappelle que un, par hypothèse, tend en plus d'infini vers x. Donc là, je peux dire que c'est f de x en utilisant la continuité de f. Et c'est là que c'est très important et que je ne peux pas faire ce raisonnement si je n'ai pas la continuité de f. Maintenant là, la limite de un fois f de 1, bah, le f de 1 je peux le sortir hein, de la limite puisque c'est une constante. Et la limite de un, bah, c'est x, donc ça me fait f de 1 fois x, ou alors x f de 1, hein, c'est la même chose. Donc voilà, je viens de montrer que pour tout x appartenant à R, f de x était égal à x fois f de 1. Donc là, ce qui est très important, c'est la petite astuce déjà de poser cette suite un qui appartient à Q, encore une fois pour pouvoir réutiliser ce que j'ai vu précédemment dans Q. Donc j'applique justement ce que j'ai vu dans Q avec le x qui vaut 1 et le n qui est égal à un, ce qui me donne f de un égale un f de 1, et là je passe à la limite,
Donc là, bien sûr, ici, KF continue. C'est ça qui est très important de noter ici. Donc KF est continu. Et donc, ce qui fait que la limite de f de un est égale à f de x. Et après, ici, bah, c'est de manière assez simple, x fois f de 1. Alors maintenant, on n'a pas terminé, puisque là, ce que je viens de montrer, c'était que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x f de 1, mais ce f de 1, en fait, je peux l'appeler k. De manière générale, hein, je viens de montrer que f de x était égal à kx. Mais attention, ici, je n'ai fait que des implications. En gros, j'ai montré que si f est solution de l'équation de Cauchy, forcément f est linéaire, parce que c'est écrit f de x égale kx. Maintenant, il faut que je vérifie, est-ce que toutes ces fonctions linéaires marchent? Donc maintenant, je vais faire la réciproque. Donc, réciproquement. Donc, je vais mettre, hein, posons f de x égale kx, donc avec un k pour l'instant réel, donc pour tout x appartenant à R, hein, évidemment. Si je calcule f de x plus y, ça me vaut k fois x plus y, c'est-à-dire kx plus ky. Kx, eh ben, c'est justement f de x. Ky, de manière assez évidente, c'est f de y. Donc là, j'ai bien montré que toutes les fonctions f de x égale kx satisfaisaient l'équation de Cauchy, f de x plus y égale f de x plus y. Et en plus, f est continu, c'est évident aussi parce que f de x égale kx, c'est une fonction linéaire, c'est forcément continu. Et donc en plus, hein, de plus, f est continu, quel que soit le cas, hein, pour tout cas. Et donc j'en déduis finalement, puisque là la réciproque est vraie, que toutes les fonctions solutions de l'équation sont les fonctions de Cauchy, sont les fonctions linéaires, pardon, f de x égale kx. Donc les fonctions solutions de l'équation de Cauchy sont les fonctions linéaires, tout simplement. Voilà un petit peu la résolution. On a vu qu'il n'est pas forcément évident, parce qu'il y a pas mal d'astuces de calcul, et puis après il faut poser une suite UN, etc. Par contre, ça permet de résoudre très facilement certaines équations, donc là je vais en parler très rapidement, parce qu'on va le voir dans d'autres vidéos. En gros, si on a une équation du style g de x plus y égale g de x fois g de y, eh bien, on peut montrer déjà que g est forcément strictement positif, ça on le verra dans une autre vidéo. Et si je passe au ln, ça me fait que ln de g de x plus y égale le ln du produit, donc c'est la somme des ln, c'est-à-dire ln de g de x plus ln de g de y. Et là, du coup, je remarque que c'est exactement pareil. Si je pose f de x qui est égal à ln de g de x, eh bien j'ai f de x plus y qui vaut f de x plus f de y. Et donc j'en déduis que f est une fonction linéaire, donc j'ai f de x égale kx. Alors attention, bien sûr, ici il fallait supposer que la fonction g était continue, comme ça j'ai aussi la continuité de f qui est très importante. Et donc si f de x égale kx, en remplaçant là-dedans, comme j'ai g de x qui est égal à l'exponentielle de f de x, j'en déduis que c'est égal à exponentielle de kx. Donc là j'ai trouvé g de x en 5 lignes grâce à l'équation fonctionnelle de Cauchy de là à là. Bien sûr, attention, il y a toute une étape supplémentaire, il faut que je prouve que g est strictement positif, sinon j'ai pas le droit de passer au ln, mais ça on verra ça dans une autre vidéo en détail. Mais en gros, beaucoup d'équations fonctionnelles peuvent se résoudre très facilement en utilisant l'équation de Cauchy. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les équations fonctionnelles. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.